Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce débat du dimanche. Je remplace exceptionnellement Tangara, l'ami de Sékou Tangara qui est en voyage. Et je le remplace avec plaisir. Un seul titre, ce sera Boulikessi. Le Boulikessi, la localité de Boulikessi. Vous savez qu'il y a eu des combats. L'armée a été attaquée par de présumés djihadistes. Là, vous voyez l'armée malienne sur ces images qui a repris pied à Boulikessi. Le ministre malien de la défense est rendue sur les lieux, on le voit là sur les images. Alors, que s'est-il passé? Quelles leçons faut-il en tirer? Y aura-t-il des sanctions? Y aura-t-il un remaniement ministériel? Que pensez-vous de la communication gouvernementale? Pour parler de tout cela, j'ai quatre invités. Alexis Calambri, directeur de publication de Mali Tribune, bonsoir. Bonsoir. Baba Dakono, c'est mon préféré sur la table, les autres sont jaloux. Analyste chercheur, je tenais à vous avoir, merci d'être venu. Macan, qu'on ne présente plus, directeur de la Nouvelle Libération. Oui, merci. Et puis un avocat pour nous défendre, pour se défendre aussi un peu, Maître Cheikh Oumar Konaré, bonsoir. Je suis ton ami quand même. Tout à fait. Avocat et ami, voilà. Alors, un premier tour de table. Directeur de Mali Tribune, est-ce que vous parlez de Boulikessi dans votre prochain numéro? Oui, bien entendu. Malheureusement, Mali Tribune n'a pas pu envoyer quelqu'un comme parce que Mali Tribune, c'est quand même le journal qui parvient tout le temps à envoyer des gens à l'intérieur. Cette fois-ci, c'est assez loin. Mais nous décortiquons dans notre édition, nous revenons vraiment sur l'événement et on va au-delà du factuel pour vraiment poser le débat. Merci Alexis. Macan, Nouvelle Libération, vous revenez là-dessus dans le prochain numéro? Oui, un peu. En fait, on va se poser des questions, comme nous tous autour de la table, et puis beaucoup de Maliens d'ailleurs. On va se dire, pendant 72 heures, pourquoi il n'y a eu personne sur place officiellement, je vais dire, et puis le rôle que l'armée joue sur place, et puis on va parler du retour, comme vous venez de le dire, du retour quand même de l'armée sur place, et la présence du ministre de la Défense. Puis bon, et tirer les leçons, pourquoi on ne tire pas les leçons de tout ça un peu, on va vous en parlez, ok, d'accord. Alors, vous deux, vous n'êtes pas journaliste, tant pis pour vous, mais ça ne vous empêche pas de réagir là-dessus. Un premier tour de table, ce serait quoi, Baba Dakono? Boulikessi, c'est une tragédie au double plan de la répétition de ce type d'attaque, tragédie également en termes de pertes en vies humaines, notamment les militaires qui étaient sous la zone. Mais au-delà de cette tragédie, Boulikessi vient confirmer une tendance qu'on observe depuis quelques années, c'est l'intensification de l'activisme des groupes extrémistes violents, des groupes qualifiés de terroristes dans la zone, avec des cibles de plus en plus ambitieuses. Ça rappelle l'attaque au cœur de Ouagadougou de l'état-major de l'armée, mais également le poste de la force conjointe du G5 Sahel. Donc on a aujourd'hui des groupes qualifiés de terroristes qui sont de plus en plus ambitieux dans leur attaque. Maître Cheikh Oumar Konaré, un commentaire? Je commence par présenter mes condoléances aux familles des victimes. Je prie pour que une telle tragédie ne se répète plus au Mali. J'estime que l'attaque de Boulikessi et celle de Mondoro peuvent s'expliquer par certaines défaillances. Mais je commence par avancer quelques hypothèses. Pour le tour de table, disons un tour de général, vous êtes présentation de condoléances, vous êtes ému, on reviendra là-dessus si vous... Sinon, allez-y. Non, je préfère passer le tour. Quand viendra mon tour d'expliquer les choses, je serai beaucoup plus long. Exactement, mais je vous remercie. Alors, les autorités se sont exprimées, Macan, beaucoup, le ministre de la Défense, Alexis, le président de la République également. Je vous propose d'écouter le président de la République sur les événements de Boulikessi. Quand les événements de l'importance douloureuse de ceux qui sont survenus à Boulikessi se produisent, je crois que la raison, la décence, le patriotisme, c'est le sursaut des cœurs dans l'objectivité, malgré la douleur. Je le dis encore une fois, nous ne sommes pas dans une affaire conjoncturelle. Cela devient presque structurel. Nous sommes en guerre contre des forces dont l'une ignore l'obsessionnel
volonté de nuisance et d'hégémonie. Pas seulement de l'espace sahélien malien, mais du monde. Nous ne sommes pas dans le désespoir. Ce qui vient d'arriver est douloureux, certes, très très douloureux. Mais n'ont pas le droit de désespérer. Et quant à nos enfants, ils se sont battus. Et ils ont été subvertis, attaqués par traîtrise, dans des conditions qui nous restent à élucider. Maître Chekouma Konaré, je vous ai coupé tout à l'heure, je m'en excuse encore. Un mot, le ton, le visage grave, mot grave également du président de la République. Mais il y a de quoi. Mais comme le président l'a évoqué tout à l'heure, il faut se poser des questions. Et qui est derrière cette attaque? Moi, je mets deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que on a remarqué que chaque fois que la CEMA est en difficulté politique et diplomatique, l'armée malienne est attaquée. À Djoura, en mars 2019, l'armée a été attaquée et a déploré jusqu'à 20 morts, suite au fait que la CEMA avait décidé de protester de manière véhémente contre l'opération Dambé et le déploiement de certaines forces maliennes sur le terrain du Nord. Aujourd'hui, la CEMA est en difficulté politique et diplomatique. Et comme par hasard, l'armée est attaquée. Ça ne suffit pas pour accuser la CEMA. C'est une hypothèse. Il y a une deuxième hypothèse explicative. C'est que la zone qui a été attaquée est convoitée par les forces terroristes. Parce qu'elle est proche de forêts où les terroristes aiment cacher leur logistique, leurs combattants et même leurs alliés venus d'un peu partout dans le monde. Merci. L'endroit est également convoité par le G5 qui tient à sécuriser la zone pour couper la retraite aux forces terroristes. Donc c'est un lieu extrêmement sensible qui se trouve au cœur de la bataille pour le contrôle de la zone des trois frontières. Ce qu'il faut préciser, Macan, c'est que Boulkessi, c'est quand même les forces maliennes à Boulkessi sont affectées au G5. C'est-à-dire sous couvert de G5, dont vous faites bien de parler du G5 chez Chekouma Konaré. Moi, j'aimerais que vous me parlez un peu, avoir votre réaction sur la capacité de riposte des forces armées maliennes. Est-ce que, de votre point de vue, Macan Koné, quelque chose n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il y a eu l'effet surprise? Est-ce qu'il y a eu une trahison? Est-ce que l'ennemi était à l'intérieur du dispositif? Apparemment, l'ennemi était à l'intérieur du dispositif, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même, c'est sur quoi on peut concrètement parler, et puis sans raconter d'histoire qu'on peut justifier, c'est l'effet de surprise. Et l'effet de surprise, malheureusement, c'est toutes les attaques qui se déroulent ainsi. C'est que c'est tout, à chaque fois, c'est entre 4h et 5h du matin. Moi, c'est par rapport à ça que je me pose beaucoup de questions. Comme vous venez de dire, c'est quand allait au-delà de forces armées maliennes. C'est un camp Fama affecté au G5 Sahel, qui était, le président l'a dit, c'était quand même l'un des camps les plus équipés et les plus, fournis en militaires aguerris et tout. Donc, on ne comprend pas un peu cet effet de surprise dont on parle. Moi, je crois que c'est par rapport à ça surtout qu'il faut beaucoup réfléchir et puis agir sur ça. On croyait que c'était déjà fait après Djoura, Guiré et tout. Toutes ces attaques, Nampala, toutes les attaques se déroulent entre 4h et 5h du matin. Maintenant, qu'est-ce qui ne marche pas? Pour quelles raisons? Et puis, autre chose, c'est la structure du camp dont on parle. En fait, moi, les camps qui sont suffisamment équipés pour qu'on puisse voir l'ennemi de loin en termes en mirador, puis sentinelle et tout. Je crois que ça, quand même, c'est important. Si ce n'était pas le cas avec le G5, c'est quand même très grave, c'est sûr. Alexis, le mercredi dernier, en Conseil de ministres, source sûre, donc information africable, le président de la République s'est fâché. Il s'est fâché quand il est arrivé en Conseil, il s'est fâché notamment contre
un membre du gouvernement qui portait des galons ce jour-là en disant « Mais ce n'est pas normal. Est-ce que c'est justifié qu'il se fasse comme ça, le président de la République ?» Oui, dans le contexte, on peut comprendre, hein, vu, disons, ce qui venait de se passer. Mais je voudrais vraiment aller au-delà pour dire qu'est-ce qui a marché d'abord, avant de dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce qu'on a pu apprécier, au moins cette fois-ci, vous avez tout de suite, il y a eu un communiqué pour dire l'état de ce qui s'est passé. On va parler de la communication, Oui. mais sur ce point. Il y a eu, oui, après il y a eu quand même aujourd'hui une journée où on a fait des prières pour tous ceux qui sont... 3 jours de deuil national. 3 jours de deuil national. Bon, sur ce point, qu'est-ce qu'on peut vraiment déplorer? Oui, le président est dans son rôle parce qu'il sait quel est l'effort qui a été fourni. Quand vous l'entendez parler, on sent toute la réserve qu'il a pour ne pas dire plus. Et effectivement, surtout si vous voyez la réaction des femmes des camps cette fois-ci, ils ont dit... on va parler des femmes voilà, ils n'ont pas été secourus, mais cette fois-ci, personne n'a parlé d'équipement. Ça, c'est important. Baba Dakono, le président de la République, tout à l'heure, est grave, je l'ai dit tout à l'heure également, Conseil de ministres mercredi, il était fâché. Je pense que cet état d'esprit traduit peut-être plus généralement celui des Maliens qui ne comprennent pas et qui peinent à accepter cette situation. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur ce que Maître Konaré disait tout à l'heure, sur la seconde hypothèse qu'il émet par rapport à cette attaque, pour ajouter que oui, Boulkessi, c'est une localité stratégique parce que Boulkessi se situe entre 2 fronts au niveau des groupes qualifiés de terroristes. On a au Burkina Ansarou Islam qui agit même sur ce côté de la frontière. On a également la Katiba Massina. En plus de ça, nous avons également une zone au sud de Ombori. On a une forêt qui serait une base arrière. Et d'ailleurs, Malam Diko, qui a longtemps dirigé Ansarou Islam, se serait longtemps réfugié dans cette forêt. Et c'est aussi une zone, une plaque tournante d'importants trafics qu'on observe dans la zone. Donc d'un point de vue stratégique, Boulkessi, c'est important. Et rappelant le contexte, Boulkessi fait partie, Boulkessi comme les localités situées du côté de la frontière burkinabé, du fuseau centre, en plus de la région de Ménaka, de la force conjointe du G5 Sahel. Ce qui explique la présence de ce camp, qui normalement doit beaucoup plus mener des campagnes offensives que la position statique qu'il occupait au moment de cette attaque-là. Merci beaucoup, j'aime bien vos interventions, toujours lucides. Oui, vous aussi. Mais bon, Celle de Konaré aussi. Oui, celle de non, mais Konaré, bon, entre Konaré et Baba Dakono, je choisis Baba Dakono. Ouais, bon. Parce que moi, je conteste les usurpateurs. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai toujours estimé que parmi vous tous, Baba Dakono était le plus brillant. Et c'est pas de ma faute. Voilà. Donc, et puis voilà. C'est pas grave. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des femmes. Je vous ai coupé sur les femmes du camp. Un reportage d'Africable, les femmes des camps, de 2 camps militaires, ont manifesté également leur colère. Donc on a donné la parole au président de la République tout à l'heure. On peut se permettre également de leur donner la parole. Reportage. Des centaines de jeunes Maliens et de femmes de soldats en colère ont pris d'assaut l'axe Djikoroni-Para-Sébenikoro pour exprimer leur ras-le-bol face au lourd revers infligé à l'armée malienne en début de semaine par les terroristes à Boulkessi et à Mondoro. Cette manifestation a été surtout suscitée par le communiqué du gouvernement qui affirme la mort de 25 soldats et 60 portés disparus. Côté ASEAN, 15 terroristes tués. Tout le monde est au courant de ça, je crois. C'est là qu'on est sorti aujourd'hui pour manifester, de faire voir à l'autorité nationale qu'on n'est pas du tout contact. On n'est pas du tout contact. Parce qu'une chose est certaine, quand on envoie quelqu'un à la guerre, il faut des matériels. Est-ce que tu peux envoyer quelqu'un labourer un champ sans lui donner un tabac? Parce que pourquoi c'est fait? Donc il faut que tu lui donnes des matériels. Nos maris n'ont rien. Ils n'ont pas de matériel. Les armes qui sont là ne suffisent pas. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour cela qu'on est sorti aujourd'hui pour faire savoir à tout le monde qu'on n'est pas du tout content. Et ce n'est pas à cause du régiment citoyen, c'est à cause de toutes les femmes du Mali. Les femmes de Béret Rouge invitent le gouvernement malien à mieux équiper les militaires. Au-delà de cette revendication, elles exigent toute la vérité sur le nombre exact de victimes. On attend des autorités qui nous donnent du matériel à nos maris. On veut
que ça. Les matériels, rien que ça. Et les armements, nous aussi. On fait des matériels que les autres ont. On ne fait pas des petits matériels, là, des armes là, qui chauffent, deux ou trois après, ça chauffe là et tu laisses après. Non, on veut des vrais matériels, des vraies armes. C'est ce qu'on fait. Ils ont dit qu'ils ont payé des armes. En tout cas, nous, on ne voit rien. Nous, les femmes militaires, on ne voit rien, on n'a rien. Donc, on veut des matériels. Un point, c'est tout. Quelques dizaines de jeunes ont manifesté sur la route menant au palais présidentiel. Du côté de la première institution, le président Keïta décrète un deuil national de 3 jours à compter de ce jour jeudi. Au Mali, l'heure est grave, il faut agir et agir très vite. Voilà, Makankone, ça vous rappelle quelque chose? Oui, ça doit rappeler tout le monde. 2012. Oui. 2012, c'était, je crois, après Aguelhok, quand les femmes des militaires ont obligé le président de l'époque ATT à les recevoir et puis à leur donner des explications par rapport à la disparition de leur mari. Mais c'est les mêmes reproches. Ce qui est quand même bizarre, c'est que 7 ans après, c'est la sempiternelle question d'équipement des femmes. Et puis des épouses de militaires qui se plaignent du traitement de leur mari et tout. En fait, ce qui se passe, c'est que leur mari meurt sur le front, certaines l'apprennent sur Facebook. Et c'est ce qui est malheureux. Dans quel pays vous voyez des militaires, même si, quel que soit le nombre de militaires, quand des soldats meurent pour la patrie, il y a une façon, et qu'il faut aller informer les familles, il faut d'abord dresser toute une liste et tout. Ouais, cette fois-ci, on a même la peine d'abord pour avoir un bilan, après le bilan. 3 jours après, c'est le ministre qui a dit qu'il y a 38 personnes qui ont été enterrées. Donc, certaines femmes, aujourd'hui, ne savent même pas si leur mari est mort ou vivant. Alors, justement, je voulais parler, avant de revenir aux femmes, de la gestion de la communication gouvernementale pendant c'est une crise. Vous avez pensé quoi, Alexis, de la gestion de la crise, sur le plan de la communication? Non, en fait, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, comme je l'ai dit, tout de suite, on a décrété un deuil national, on a déploré, on a organisé des prières collectives. Là, on a montré une compassion nationale. Ça, c'est maîtrisé. Mais le deuxième niveau est extrêmement difficile et compliqué. C'est-à-dire, sous Moussa Traoré, vous avez eu des attaques qui ont fait plus de morts. Mais à la limite, c'est 3 jours, 4 jours, une semaine après que la nouvelle arrive ici. Mais il n'y avait pas les moyens de communication, voilà, Facebook n'existait pas à l'époque. Donc, nous avons des modes de communication. Nous sommes dans une nouvelle ère qui impose, ou du moins qui permet des choses, qui permettent à la limite l'indignation, qui multiplie les sources d'informations. Et chacun, on l'a toujours dit, il n'y a aucune information innocente. Et chacun donne l'information avec ses intentions. Donc, du coup, ça permet l'indignation, ça permet les frustrations. Je pense que le plus important, c'est comment faire pour qu'on sorte du champ de la politique, du champ de la politique et des enjeux, ces questions qui sont vraiment d'ordre national. Mais Cheikh Oumar Konaré, vous qui êtes contre les usurpateurs, comme vous le dites, vous avez vu tout à l'heure la manifestation des femmes. Et il y a quelque chose qui revenait, nos maris n'ont pas d'armement. Moi j'étais sur le terrain, toi tu n'étais pas là-bas. Non, moi j'étais là, non seulement j'étais là, mais j'étais encore à Koulouba. Okay. On t'a vu nulle part, voilà. Mais est-ce que vous les comprenez, ces femmes-là? Qu'elles disent, nos maris n'ont pas d'armement. L'explication que j'ai va au-delà de l'événementiel. Il faut comprendre que à Djoura, le camp malien était dirigé par un simple capitaine. Un capitaine n'est pas simple. J'ai dit un simple capitaine. Je me permets de vous dire qu'un capitaine n'est pas simple. D'accord, j'y reviens. Il y a eu une deuxième attaque à Guiré. Le camp malien était dirigé par un simple capitaine. L'armée malienne compte combien de colonels? Combien de colonels-majors? Combien de généraux? Vous voulez que ces généraux, ces colonels-majors, ces colonels restent à Bamako et que de simples capitaines et soldats se battent vaillamment? Ce n'est pas possible. Il faut redéployer l'effectif des hauts gradés. On n'a pas tiré cette leçon. La deuxième leçon qu'on n'a pas tirée, c'est que les officiers supérieurs sont totalement accaparés par des tâches d'administration
militaires. C'est-à-dire qu'ils sont là, dans les ministères, dans les départements, en train de gérer qui le carburant, qui la logistique, etc. Ils ne mettent jamais le pied sur le terrain des opérations. Il faut, à mon avis, et je le dis très sincèrement, distraire tous les officiers, les enlever des tâches d'administration pour les réorienter vers les tâches opérationnelles de combat. Et il faut, pour se faire créer une structure permanente, majoritairement animée par des civils, des experts, pour gérer la logistique, etc. Et puis, une dernière question. Est-ce que les armes qu'on achète sont réellement affectées aux troupes sur le terrain? Est-ce qu'on a vérifié la concordance entre les effectifs réellement soldés, c'est-à-dire les effectifs qui reçoivent une paye mensuelle, et les effectifs réels sur le terrain? Tant qu'on n'aura pas fini d'étudier ces questions-là et de trouver de bonnes réponses, il faut craindre que des tragédies comme celle qui vient de se produire à Bolkessi se répètent. Capitaine Cheikh Oumar Konaré, je vous remercie. Pas simple. Alors, il y a une partie de l'intervention du président de la République qu'on n'a pas entendue tout à l'heure. Lorsqu'il s'est exprimé, vous savez, je disais tout à l'heure que ça avait rappelé le 2012, la chute de ATT, et le président, en recevant récemment des partis politiques, a fait une petite sortie. Il a dit, je cite, il a dit qu'il y a certains, il voulait dire que certains m'ont pensé à un putsch, à un coup d'État, etc., ou à des bruits de bottes, pour être plus correct. Il parle c'est une citation, ce sont des élucubrations de nostalgiques de putsch. Aucun putsch militaire ne prévaudra au Mali. Vous avez vu, c'est une citation. Une sortie comme ça vous dit quoi? Le président de la République marque son terrain. En fait, il refoule une peur qu'il y a en lui, ou du moins il banalise l'événement, ou il dit la réalité. Voilà. Je suis tenté de dire que c'est un peu de tout ça, parce que quand on fait une lecture froide de la situation, on se dit que les mêmes conditions qui étaient là en 2012 prévalent aujourd'hui, de nombreuses frustrations sur le plan militaire, c'est une constante, hein, généralement se retourne contre l'autorité politique qui prend les décisions juridiques. Donc oui, si ce sont des inquiétudes, ce sont des inquiétudes soutenues, mais c'est quand même dommage qu'on en vienne à penser à cela un peu plus d'une année après la réélection du président de la République, pour dire qu'il y avait toutes les armes étant en possession des Maliens pour choisir leur président de la République. Ils ont fait confiance au candidat Ibrahim Boubacar Keïta, et cette confiance devrait pouvoir continuer jusqu'à la fin de son mandat. Maintenant, ça c'est la logique. Mais une autre chose est que tout ce que vous venez de dire sont des réalités qui doivent être prises en compte au niveau des pouvoirs publics, au niveau des acteurs politiques, pour composer avec ça. Mais je me permets quand même de revenir un peu sur ce que Maître Konaré disait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit un problème de présence des officiers sur le terrain. Vous n'avez pas droit à la parole. Ils peuvent être sur le terrain, ils peuvent être à Bamako, ils peuvent être à Paris. Quand l'approche et la stratégie sont bien déterminées, il n'y a pas de difficulté à l'opérationnaliser. Mais ce qu'il y a, c'est que la menace face à laquelle aujourd'hui ces officiers et ces hommes de rang sont confrontés est une menace nouvelle. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont fait les écoles de guerre, que ce soit à Yaoundé ou que ce soit à Saint-Cyr, aient eu dans leur curriculum des formations pour faire face à une menace asymétrique de ce type-là. C'est ça, il faut revoir l'approche. C'est à ce niveau, les civils, moi je ne vais pas les confiner, et les experts à des tâches de logistique, je vais plutôt les associer à la définition de la stratégie militaire. À défaut de pouvoir gagner la bataille, l'affrontement, il faut peut-être stopper l'engagement aujourd'hui des personnes dans ces groupes. Ça peut être une dimension de la lutte à gagner impérativement. Merci bien. Alors, Baka, est-ce qu'on peut dire il nous faut des hélicoptères pour appuyer les soldats au sol? Oui, peut-être, mais je vais... bon, Baba a dit quasiment ce que je voulais dire. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que ces gens qui nous font subir ce genre de pertes, certains ne sont pas allés à l'école. Ce n'est pas une question de généraux, de stratégie, comme il l'a dit. C'est une question de volonté, de motivation et de politique, même de volonté politique de lutter contre le terrorisme et tout. Maintenant, c'est important les armements, c'est important l'équipement. On ne peut pas déjà aller sur l'attaque et ne pas être sur la défensive. On ne peut pas aller sur l'attaque,
ne peut pas attaquer, aller les chercher juste dans les grottes et tout, si on n'a pas d'hélico, on n'a pas d'équipement adéquat. Et puis les hommes, ça les motive également, à mon avis. S'ils voient qu'ils sont bien équipés, ils ont l'équipement nécessaire pour aller les chercher et puis riposter aux effets de surprise. Merci bien, chers amis téléspectateurs. Vous êtes bien sur Africable et vous avez raison de rester sur Africable. C'est le débat du dimanche consacré aux événements de Boulkessim, cette attaque meurtrière. C'est l'attaque la plus meurtrière en vie humaine. On a perdu officiellement 38 soldats. Certains sont disparus. L'armée a repris le contrôle de la situation. Vous avez vu sur les images tout à l'heure le ministre de la Défense sur place. Il faut parler maintenant quand même des conséquences. Le Premier ministre devrait se rendre là-bas. Le président de la République lui a conseillé de ne pas s'y rendre. Le président devait voyager, il devait aller à Genève et à Lyon. Il a décidé de surseoir ces voyages-là. Est-ce que ça annonce quelque chose, à votre avis, vous qui vous informez, Baba Dakono, ça annonce un remaniement ministériel, des décisions? Le président a dit tout à l'heure qu'il y aura des conséquences seront tirées de tout cela. Est-ce qu'il s'apprête à faire quelque chose, à punir des gens ou à dire responsable, pas coupable, donnez-moi votre démission? Je ne suis pas dans les mêmes secrets des dieux comme vous, comme Alexis. Surtout Alexis. Non, mais, surtout Alexis. Mais là, par contre, je vais peut-être partager mon opinion, qui est que ce qui s'est passé, c'est grave, c'est difficile, mais c'est pas tant le changement d'homme. Si ça peut permettre de rassurer ou de ramener l'estime de certaines personnes au plus haut, oui, que cela soit, mais pas certain que le changement d'homme puisse changer la situation fondamentalement. Ce qui va changer la situation, c'est le changement de la méthode et de l'approche. Maître Chekouba Kounaré, je ne vous ai pas donné la parole depuis tout à l'heure. Laissez-moi vous poser la question. C'est moi qui pose des questions, malheureusement. Voilà. Mais si vous répondez avant que je ne pose des questions... Comme je ne respecte pas beaucoup les usurpateurs. Mais voilà, exactement. Exactement. Usurpation de titres et de fonctions. Ce qui est vrai parce que je suis à la place de Tangara. Alors, une habitude maintenant. Voilà. Alors finalement, vous pensez qu'il y aura des conséquences? Le président s'apprête à prendre des décisions. Il a dit, par exemple, à Ogosagou, vous n'étiez pas, Alexis, tu n'y étais pas, j'étais à Ogosagou, il a dit au commandement militaire, et si ça recommence, je vais vous relever. Est-ce que c'est le moment de relever des gens? Vous savez, on dissoudra le gouvernement 100 fois tant qu'on n'aura pas changé les méthodes sur le terrain. Rien n'ira. Nous sommes tous dans l'armée. Vous êtes colonel, vous êtes Alexis est général. Il perçoit 10 fois mon salaire. Moi, on m'envoie sur le terrain. Les généraux restent à Bamako en train de prendre du sirop. C'est peut-être. Vous pensez que l'armée peut avoir le moral avec ça? Le ministre de la Défense. Le ministre. Non. L'armée n'aura pas le moral. Et quand je parle, je m'inspire de l'histoire. J'ai l'habitude de vous citer Alexandre le Grand. Quand Sundiata battait l'armée de Soumangourou, il était sur le terrain, s'il vous plaît. C'est une légende. Donc vraiment, ce n'est pas une légende. Sundiata a existé. Vous n'allez pas contester. On vous écoute. Voilà. Donc je dis... Vos téléphones sortent. Attention. Non, ça ne sonne pas. Je vous dis, il n'y a pas d'armée sans morale. Et pour redonner le moral à l'armée, il faut redéployer les effectifs d'officiers. Sans ça, il ne faut rien attendre de l'armée. Dans le matériel, on s'en plaint. Du matériel a été acheté. Le gouvernement a fourni d'énormes efforts pour acheter ce matériel-là. Mais est-ce que c'est ce matériel qui arrive sur le terrain? La corruption frappe aussi dans l'armée. Vous posez une question. Qu'on poursuive les enquêtes ou qu'on ouvre des enquêtes au niveau de l'armée et on découvrira des choses. D'accord. Inattendues. On va continuer. Voilà. Adam Thiam, qui n'est pas là actuellement aujourd'hui, il a l'habitude de dire que généralement les peuples aiment deux choses chez eux. Dans les pays, il y a deux structures très populaires. Il y a l'équipe nationale de foot et l'armée. Est-ce que le sujet de l'armée malienne, c'est un sujet qui peut finalement être au centre du prochain dialogue national? Non, bien entendu. Une transition pour aller vers le dialogue national qui se prépare. Oui, bien entendu. Est-ce que c'est un sujet dont on peut parler en disant qu'est-ce qui ne va pas? Voilà notre armée, voilà ce qu'il faut à notre armée, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Non, si on parvient à le faire, ce serait bien. Vous savez, le débat est biaisé dès le départ. C'est-à-dire,
peut-être on s'en félicite. Les Maliens sont très nationalistes. Donc, on a très peu de recul pour juger à froid notre armée. Dès que quelqu'un se hasarde, on dit il n'est pas malien, il n'est pas patriote. Donc, ça force un peu la capacité d'analyse ou même la volonté de... C'est comme peu de gens se risquent à mal parler des religieux. C'est la même chose pour l'armée parce que dès lors que vous êtes un peu critique, c'est dans le bon sens, mais on voit tout de suite c'est là mal. Donc, oui, les gens, quoi qu'il arrive, on va rester derrière l'armée, mais encore faudrait-il qu'on ait assez de courage pour prendre du recul et le juger comme il faut. Oui, il y a eu beaucoup d'investissements dans l'armée. Vous avez cette loi de programmation qui est une grande révolution, je pense qu'il faut qu'on parle de l'armée. Papa Takono, voilà, on a une transition pour parler, il nous reste encore quelques minutes du dialogue. Le dialogue national, des partis politiques, le principal parti de l'opposition dirigé par M. Soumaïla Cissé a déjà annoncé la couleur, il sera pas, l'URD ne sera pas au dialogue. D'autres partis également, le parti de l'ancien Premier ministre Modibo, Cheikh Modibo Diarra, mais Modibo Sidibé. La SEMA, les ex-rebelles, disent « Ah, nous, on suspend, on est en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut repousser encore les dates ?» On ne connaît pas les dates du dialogue, mais il semble qu'à la mi-octobre, le processus devait commencer. Est-ce qu'il faut rassembler davantage pour aller au dialogue, faire un effort pour rassembler tout le monde, pour parler notamment de l'armée nationale ? C'est indispensable. Mais je crois que déjà, demain, 7 octobre, normalement, les débats au niveau communal doivent commencer. Oui. Mais c'est indispensable. L'inclusivité de ce dialogue, ça doit être vu au double plan de la participation. Donc, faire en sorte que toutes les voix y participent, même les plus discordantes, et se donner les moyens de les faire participer. Je crois que chacun a un intérêt. C'est une question d'intérêt. Il faut faire en sorte que les intérêts convergent vers le Mali et que tout le monde y participe. Au niveau des thématiques également, l'inclusivité, le dialogue doit pouvoir embrasser toutes les questions aujourd'hui qui intéressent la vie de la nation, notamment cette question de avec qui dialoguer, avec qui ne pas dialoguer. Donc toutes les questions doivent pouvoir être débattues et les conclusions en ce moment seront utiles pour les pouvoirs publics. Cheikh Oumar Konaré, je vous renvoie au pronostic que j'ai fait il y a 2 mois. Je vous ai dit que ce dialogue sera un fiasco total. Pour vous, ce sera un fiasco? Mais c'est plus qu'un fiasco. C'est quoi le mot le plus fort, un dialogue, c'est la bérésina. Un dialogue boycotté par l'opposition, par le principal groupe armé, n'aboutira à rien. Il vaut mieux le reporter. On va pas terminer par une autre. Attendez, Makankone, j'arrache la parole au pessimiste de Cheikh Oumar Konaré et je vous donne la parole. Le dialogue. Non, mais je crois qu'il faut s'y mettre, quoi. Maintenant, comme Baba l'a dit, effectivement, les premières réunions commencent demain à l'intérieur. C'est à partir de là que... c'est demain, non? Lundi. Oui. C'est de là que vont remonter les attentes et les préoccupations et tout. Maintenant, il va falloir forcément parler de l'armée. Par rapport à l'armée, en 2 mots, c'est qu'il faut revoir le mode de recrutement. Il faut que chacun puisse jouer son rôle et parler et entourer l'équipement de beaucoup de transparence, parce que c'est la question qui se pose. Est-ce que les gars, ils sont armés comme ils sont bien équipés? Le dialogue national, est-ce que tu y crois, Alexis? Oui, moi, mais fondamentalement. Sans les grosses pointures, quand même. Non, j'y crois fondamentalement. Et tout le monde est d'accord qu'il nous faut aller au dialogue. Oui, mais d'ailleurs, papa n'est pas j'en viens. Et vous voyez que dans toute la sous-région s'organisent des dialogues. Et ce qui est bien, je sais que le Premier ministre a mis des gens en mission pour dire ceux qui font de la résistance, il faut qu'ils viennent. Donc, la porte reste ouverte et je sais qu'on fera le maximum pour que les autres viennent. Surtout que, oui, si vous prenez l'URD, l'URD a participé au processus. Donc, c'est déjà bien si on parvient à les convaincre. Alors, c'est pas bien, parce que l'URD a dit « nous ne venons pas ». Donc, il ne faut pas dire que c'est bien, parce que... Non, en fait, je dis, le Premier ministre a dit « nous n'allons pas les laisser en rade, on va continuer à négocier pour que tout le monde soit là ». Cheikh Oumar Konaré, j'ai été un peu rude avec vous ce soir. Heureusement. C'est par amitié. Mais ce que je voulais dire, revenir au dialogue et vous donner la parole. Au Burkina, par exemple, on a estimé que le chef de la majorité et le chef de l'opposition
dirigeait le dialogue. Est-ce que c'était un schéma qu'on pouvait emprunter ici au Mali ou pas? Mais un dialogue, c'est entre la majorité et l'opposition. Si l'opposition n'est pas là, il n'y a pas de dialogue. Mais Il n'y a rien. L'opposition ne représente pas seule la Oui, mais nation. principalement, c'est l'opposition et le pouvoir qui doivent discuter. C'est un dialogue politique. La deuxième chose, Alors, attends, la deuxième chose, c'est que la spécificité du dialogue malien, c'est que ça doit porter sur des choses sur lesquelles il ne peut pas y avoir d'accord. La révision constitutionnelle et l'accord de paix issu du processus d'Alger. Sur ces deux questions-là, il n'y a pas de possibilité d'accord entre l'opposition et la majorité. Et quand, majoritairement, les participants au dialogue décideraient de s'opposer à la révision constitutionnelle, de demander la révision de l'accord de paix issu du processus d'Alger, eh bien, le gouvernement n'aurait pas la force d'exécuter de telles résolutions parce qu'il vit sous la pression de la communauté internationale et de la CEMA. Alors, le dialogue, tu vois, vous me contaminez. Le débat va vers sa fin plutôt. Un mot d'espoir quand même, parce que tout est... On a parlé 45 minutes là, mais tout a été quasiment noir sur le terrain. Bon, certes, l'armée a repris ses positions à Boulikessi, mais il y a des pertes de matériel, les femmes de militaires qui se plaignent, le président de la République qui est fâché, Cheikh Oumar Konaré qui est fâché également. Un mot d'espoir. L'espoir, c'est ce dialogue-là, contrairement à... Il faut le repousser pour essayer de ramener il faut se donner les moyens de réussir ce dialogue-là. Et je vais revenir sur le fait que ce dialogue n'est pas une affaire des politiques. J'étais heureux de l'entendre de la part de l'ancien Premier ministre Boussambara, qui est politique, en disant que ces acteurs politiques, majorité, opposition ou même centre cumulé, ne représentent pas plus de 40% de l'opinion nationale. Donc ce dialogue ne doit pas être confiné entre les acteurs politiques. Jusqu'à présent, l'approche de faire participer les gens au niveau communal, puis au niveau cercle, au niveau régional et enfin le dialogue national, elle est bonne. Les choses sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord, je suis sûr, peuvent bouger, les lignes peuvent bouger. Mais maintenant, il appartient non seulement au président de la République, au gouvernement, mais au triumvirat, de faire en sorte que les lignes bougent. L'espoir, les perspectives résident dans ce dialogue-là aujourd'hui. Monsieur, je vous remercie. Alexis Calambri, je remercie. Babada Kono, analyste, toujours brillant, lumineux, merci. Makan Kone, merci. Capitaine Cheikh Oumar Konaré, merci. Mon ami Cheikh Oumar Konaré, bien sûr, merci. Alors, une information, création d'un nouveau parti politique au Mali, je tenais à le dire ici, ça s'appelle le RAMA, c'est le Rassemblement pour le Mali. Le président, le parrain, il s'appelle pour le moment, vous le connaissez, c'est Paul Boro, quelqu'un qui est connu. Et puis, bonsoir à la reine-mère, elle va partir bientôt à la retraite. Je vous remercie, messieurs. Et vous allez retrouver Tangara, votre Tangara, dimanche prochain. Quant à moi, je n'étais que de passage. Allez, bye bye.